vaccin, donc le vaccin provincial, la nouvelle souche H3N2, puis la menace du H5N1. Euh, Attendez, marche pas. Pourquoi ça passe pas? Ok, donc le plan de la présentation, Christian va faire un rappel de ce qu'est l'influenza. Je vais vous parler ensuite du vaccin provincial, de son histoire, puis du fonctionnement en fait. Puis Christian reviendra sur la nouvelle famille de souches qui circule au Québec depuis la fin 2024 et puis sur la menace de l'influenza aviaire pour notre secteur. Puis je voulais vous rappeler aussi que on a un site qui collige en fait toute l'information sur le dossier de l'influenza porcin au Québec, donc pour notre secteur. Donc le site c'est influenzaporcin.québec. Puis vous avez le code QR pour ceux qui vous pourrez demander la présentation par la suite. On pourra vous l'envoyer. Puis comme ça, vous aurez les codes QR. Dans plusieurs diapos, il y a des codes QR comme ça qui vous permettront d'accéder rapidement aux informations en ligne. Les messages à retenir de la présentation, le vaccin provincial, c'est grâce à vous, puis c'est pour vous en fait. Puis une première chose, on voulait vous remercier pour vos échantillons de qualité que vous nous avez envoyés. Puis on vous rappelle, envoyez-les dès que vous avez des suspicions. C'est comme ça qu'on peut séquencer les souches et puis les ajouter au vaccin. Puis aussi, merci pour le succès, puisque quand je me rappelle quand on a commencé le projet, moi et Christian, enfin l'équipe, en fait notre équipe, nos équipes, on s'était dit, bah, si vous commandez 100 000 doses par année, ça sera déjà un succès. Puis là, depuis le début de 2020, depuis 2023, en fait, vous en avez commandé 850 000, donc c'est plus de 300 000 par année. Donc merci pour ça. Puis le vaccin, en fait, on fait une mise à jour régulière. Puis l'objectif, c'est la prévention puis le contrôle de la maladie. On continue aussi à investir en R&D pour en optimiser l'efficacité. Je vous en reparlerai plus tard. Au niveau du H3N2, CLAD 2010-1, ben, c'est un nouveau CLAD qui est arrivé au Québec fin 2024. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'immunité croisée avec aucune famille qui circule au Québec, donc vos animaux sont comme naïfs. Et puis le message pour vous, c'est vacciner votre truie automne. Voudrait éviter l'épidémie que nos amis américains ou ontariens ont pu connaître dans le passé. On a la chance d'avoir un vaccin qui sera à jour cet automne, donc profitez-en. Puis l'influenza aviaire H5N1, le message, c'est pas une menace immédiate pour notre secteur, mais la vigilance et la biosécurité sont de mise. Puis Christian va en reparler. Donc Christian, je te laisse cette partie-là. Tu es sur mute. Bien, bonjour à tous. OK, ben, merci pour votre présence. Donc, moi, je vais parler plus de façon générale de l'influenza. Ben, pourquoi on parle de l'influenza aujourd'hui? Parce que, comme vous savez, c'est que l'influenza, ça peut affecter plusieurs espèces. OK? Dans un premier temps, je vais un peu parler aussi que ben, ça affecte, en tout cas, entre autres, vous savez tous, OK, l'aviaire. On parle d'influenza aviaire beaucoup de ce temps-là. Les cochons, on en a parlé aujourd'hui, et aussi les humains. Donc, sur cette image ici, on montre le virus influenza. Donc, premièrement, c'est constitué principalement de deux protéines surface, comme on voit ici, l'hémagglutinine et la neuramidase. Donc, c'est pour ça qu'on les classifie souvent en termes de H et de N. Donc, il y a beaucoup de sortes de H et beaucoup de N. Beaucoup de combinaisons qui sont possibles. On va juste présenter les principales tantôt. Ce qu'il faut savoir, c'est principalement la protéine H qui est la plus importante pour l'immunité, l'immunité naturelle ou la vaccination. Donc, c'est cette protéine-là qui va stimuler la production d'anticorps, qui va donner une immunité, aux animaux ou aux humains qui sont vaccinés ou qui sont exposés, au virus. Donc, du côté humain, vous savez tous qu'à l'automne, donc, on a toujours un vaccin qui est proposé à la population humaine pour nous protéger par rapport aux virus influenza qui sont en circulation dans la population humaine. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un processus similaire du côté des animaux. Euh, donc, la Je- première partie ici, c'est toute espèce confondue. Prochaine diapo, Raphaël. Donc, premièrement, quand on parle de virus influenza, pourquoi qu'on en parle souvent? C'est parce qu'on peut avoir des épidémies chez les humains, chez les porcs, peu importe l'espèce. C'est quoi une épidémie? Vous avez ici juste un exemple pour vous montrer, c'est l'apparition, par exemple, de l'influenza H3N2 aux États-Unis, la 2010.1.
Donc, on voit que les premières apparitions, c'est en 2012, donc on en voit quelques points là. Après ça, ça a pris un an, on n'a pas vu grand-chose. Et après ça, le nombre de cas a comme explosé. Donc, c'est ça une épidémie, hein, c'est tout d'un coup, le nombre de cas explose. Donc, vous vous souvenez tous de l'épidémie de la COVID. Donc, je pense pas, j'ai pas besoin de faire un dessin ici. Quand on parle d'épizootie, il peut arriver du côté influenza que le même virus, OK, se multiplie chez deux espèces. Donc, à ce moment-là, on va parler d'épizootie. OK, donc, c'est ça qu'on espère jamais qu'il va arriver, là, OK, que c'est le même virus va passer, va circuler dans une espèce A et une espèce B. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus inquiétant. Et c'est arrivé en 2009-2010. Vous vous souvenez probablement qu'on avait été vacciné. OK, on appelait ça à l'époque OK, l'influenza porcine qui circulait dans la population humaine et on en avait dans la population porcine. Donc aujourd'hui, ce virus-là, il est toujours en circulation. On l'appelle le virus pandémique. Quand on parle de zoonose, c'est un peu différent. La zoonose, ben, c'est le même principe quand même. C'est sûr que quand ça circule ok, chez les humains et chez les animaux, c'est une zoonose parce que ça affecte plus qu'une espèce. Mais toutes les infections ok, qui nous infectent, ok, qu'on peut attraper des animaux, ne sont pas nécessairement épidémiques, hein, dans le sens que on peut attraper, un humain peut attraper ok, facilement un virus porcin ou on a aussi les humains peuvent aussi infecter les porcs, mais souvent, c'est un problème localisé, un ou deux personnes, et puis après ça, ben, ça termine là. OK, on n'a pas toujours des épidémies. Prochaine diapo. Donc, l'aspect épidémique du côté porc, OK, nous, qu'est-ce qui se passe? Ben, souvent, les virus influenza porcins qui arrivent au Québec, OK, ils arrivent souvent des États-Unis, OK, ou des provinces de l'Ouest. C'est une question de densité de population où ce que les virus apparaissent. Et puis, soit l'Ontario va avoir les virus avant nous, ça arrive chez nous, puis après ça, ça se déplace, OK, plus vers les provinces maritimes. L'aspect zoonotique, il y a trois choses qui sont importantes. Il y a toujours trois espèces qui sont impliquées. Puis souvent dans les présentations, on va parler, c'est comme ces trois espèces, il peut y avoir un mélange. Le virus, quand il est en contact avec ces trois espèces-là, il peut changer. Puis on est toujours un peu inquiet sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de l'influenza aviaire. Donc, vous voyez que du côté aviaire, on a le H1 et H16. Il y a beaucoup de sortes d'influenza chez l'aviaire. Chez les humains, on a essentiellement le H1, H2 et H3. Et chez le porc, on a essentiellement du H1 et H3. Donc là, on voit bien qu'on a H1 et H3 chez ces deux espèces-là. Donc, ils sont mis ici tous dans la même bulle et on peut attraper ok, les humains facilement des influenza porcins. Ok, et plusieurs vétérinaires, OK, ont attrapé de l'influenza porcin, particulièrement quand on prend des prises de sang, par exemple, sur des animaux qui ont de l'influenza. Quand on est très proche des animaux puis qu'ils ont la grippe porcine, ben, on peut l'attraper. Moi, j'en connais personnellement trois qui ont attrapé de l'influenza en prenant des prises de sang chez les cochons. Donc là, on est dans des histoires de zoonose. Ben, c'est sûr que ça s'est limité à un cas. Puis après ça, ben, ça meurt là. Donc, plus on est proche, quand les animaux sont infectés, ben, on peut attraper l'influenza et c'est pareil pour l'aviaire. Prochaine diapo. Donc, les virus d'influenza porcin qu'on retrouve au Québec, classification H et N, il y a plusieurs possibilités, mais au Québec, on a essentiellement du H1N1, du H3N2, du H1N2. C'est souvent présenté dans les rapports du MAPAC. Il y a deux protéines antigéniques qui sont importantes pour les vaccins, c'est H1 et H3. Puis, les H1, OK, on les sépare en clades parce qu'il faut être plus spécifique. C'est vraiment générique H1. C'est une classification très, très générale. Donc, c'est pas parce que je suis protégé contre un H1 que je vais être protégé contre toutes les H1. C'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les animaux. Donc, du côté H1, on les sépare en clades, en regroupement. Donc, au Québec, on a essentiellement trois clades. On a du alpha, du bêta et du pandémique sur une possibilité de 10. OK? Donc, on n'a pas tous les virus influenza porcins qui existent. On en a 3 sur 10. Ces trois clades sont dans le vaccin, d'ailleurs, actuellement. Le vaccin, on l'appelle le Vipar. C'est un vaccin influenza porcin. Donc, c'est toujours important de dire influenza porcin. Donc, c'est un vaccin porcin autogène régional. Après ça, OK, du côté des H3, on en a quatre ou cinq. Donc, on en a ajouté un. Donc, donc là, il y a une erreur ici sur une possibilité de 10. Donc, ils sont indiqués ici. Donc, on a deux clades dans le vaccin actuel, puis on va en avoir trois dans le vaccin qui va être disponible, OK, à l'automne prochain. Prochaine diapo.
L'évolution temporelle, bon, premièrement, c'est les classifications de virus. Quand vous faites les arbres phylogénétiques, ça donne souvent des arbres très, très, très compliqués. Vous avez ici un exemple, c'est juste à titre indicatif. Un clade, c'est quoi? C'est juste un groupement de plusieurs branches. Avec cette diapositive ici, on va juste montrer que les clades qu'on retrouve, OK, ce qu'on retrouve OK, au Québec, OK, ou peu importe la région, ça bouge dans le temps. Donc, vous avez un graphique qui monte de 1990 jusqu'à 2020. Puis on voit que, par exemple, le alpha 1, quand il est apparu depuis les années 2010, on en a beaucoup au Québec. Et puis, on voit que ça, c'est en rouge. On voit le bêta en vert qui apparaît plus 2012, je dirais. Donc, c'est un graphique ici qui vient de Demeter. Donc, il y a on peut faire ça avec différentes bases de données. C'est juste à titre indicatif que ça bouge, ça change. C'est pour ça qu'il faut adapter, OK, les vaccins. Prochaine diapo. Bon, après ça, je vais juste faire un petit tour historique ici, premièrement le H1N1. Ok, sa première description, ben, c'est dans la population humaine, c'est la grippe espagnole de 1918, c'était un H1N1. Ok, le clade exactement, je ne le saurais pas. Et on a eu aussi la grippe porcine en 2009, qui était aussi un H1N1. Aujourd'hui, on l'appelle la grippe pandémique, ou ok, dans nos classifications, c'est le H1N1 clade PDM. Donc, on a encore ce virus-là dans la population porcine aujourd'hui, en 2024. Donc, au Québec, ok, ces H1N1, ils sont présents depuis plus de 30 ans, on en a au Québec. Et puis, le H1N1 pandémique, ben, il est présent depuis 2009 et il est toujours là. Prochaine diapo. Des H3N2, ben, premièrement, la première description au cas du H3N2, c'était la grippe de Hong Kong dans les années 60 et 68. Donc, c'est la première fois qu'on a vu apparaître des clades H3, des types H3N2. Et le H3N2, OK, on l'a retrouvé, OK, le clade 2010.1 qu'on parle un peu actuellement, on l'a retrouvé dans la grippe saisonnière des humains en 2010-2011, OK, aux États-Unis, OK, particulièrement. Donc, dans la population porcine, on a des H3N2 dans le secteur porc aussi depuis plusieurs années. Moi, j'ai retrouvé un rapport réseau du 27 juillet 2005 qui nous expliquait que c'était la première fois qu'on en avait au Canada du H3N2. Donc, aujourd'hui, on a du H3N2, on a plusieurs clades. Le clade 2010.1, première détection dans la population porcine, c'était aux États-Unis en 2012. OK? Et il circule dans la population porcine depuis ce temps-là. Première détection en Ontario 2023. Ça a pris plus que 10 ans avant que ce clade-là arrive au Canada. Puis, à ma connaissance, il est dans aucune province canadienne, OK, avant 2023. Et la première détection au Québec, c'est en l'automne 2024. Puis, on va en reparler un peu plus, OK, à la fin de la présentation. Donc, prochaine diapo. Là, c'est Raphaël qui reprend la discussion. Ouais, donc en fait, au Québec, l'influenza, c'est la deuxième maladie d'importance économique après le SCRP. Il y avait eu un projet du Clément Térégie qui investiguait les cas de toux, quelle était la cause de la toux, puis la majorité des fois, il avait été démontré que c'était l'influenza. Puis on avait décidé dans le plan santé des maladies endémiques de l'EQSP 2020-2025 d'inclure l'influenza dans les actions comme maladie sur laquelle il fallait qu'on travaille à côté du SRP. Pour ceux qui veulent retourner voir ce que c'est le plan des maladies endémiques 2020-2025, on a remis le code QR. Vous l'aurez dans la présentation par la suite. Euh, L'impact économique de la maladie, donc l'impact sur notre compétitivité, parce qu'en fait, on fait tout ça pour améliorer la santé de nos ports, puis ultimement améliorer la compétitivité de nos producteurs. C'est en lien avec notre planification stratégique. Je vous rappelle, là, j'ai mis le logo prospérité, pérennité, fierté. Donc, compétitivité, prospérité. Dans cette étude, je vous ai remis un exemple des pertes que l'influenza peut causer dans une étude qui avait été faite aux États-Unis. L'influenza tout seul, 3 dollars par port. Le SRP tout seul, 5,57 et le mycoplasme tout seul, 63 sous par port. Ça, c'était dans une étude particulière, dans des conditions particulières. Mais quand les animaux étaient affectés à deux maladies en même temps, l'impact économique était plus que doublé, donc était plus que la somme en fait des impacts individuels et se situait aux alentours de 10 pièces.
Donc, en fait, c'est ça l'objectif du vaccin, c'est de réduire l'impact économique de la maladie et d'améliorer notre compétitivité. Avant 2023, la situation qu'on avait au Québec, on avait des vaccins commerciaux, des vaccins inactivés. C'est différent du SRP dans l'influenza. Le SRP, c'est des vaccins, des souches virales atténuées. Euh, dans l'influenza, c'est des souches tuées. Puis la législation en fait complique la mise à jour des vaccins commerciaux, ce qui fait que parfois il y avait pas une bonne concordance entre les souches qui circulaient dans la province et les souches qui étaient dans le vaccin, donc la protection était parfois limitée. Et puis l'autre option que vous aviez, c'était de faire un auto-vaccin à partir des souches qui circulaient sur vos sites. L'enjeu, c'est que c'est limité aux souches de vos sites puis aux souches que vous pouviez séquencer, parce que pour mettre une souche dans un vaccin, ben, il faut pouvoir la séquencer. Puis ultimement, si vous utilisiez des technologies qui ne sont pas des technologies à ARN, il fallait aussi pouvoir la cultiver, ce qui n'est pas non plus évident toujours. Puis ça pouvait être potentiellement coûteux ben, si vous aviez un volume limité. Donc, on avait fait un projet dans filière en 2019-2021, puis on a pris la décision de produire un vaccin autogène provincial. Même concept que Christian disait tout à l'heure chez l'humain, donc basé sur les séquences et les souches en circulation dans notre province et puis mise à jour de manière régulière par rapport à la surveillance qu'on effectue grâce aux échantillons que vous nous envoyez. Il y avait un précédent en Ontario, il y avait une clinique en Ontario qui faisait un vaccin autogène pour l'ensemble de ses clients à partir des souches qu'ils avaient, euh, qui circulaient dans leur clientèle. Nous, on voulait faire un vaccin provincial pour l'ensemble des producteurs, quelle que soit la pharmacie avec qui vous faisiez affaire. Il a fallu faire des représentations auprès de l'agence pour obtenir l'autorisation de le faire. L'Agence canadienne d'inspection des aliments est au Canada l'organisme responsable pour la mise en marché des vaccins. Et puis, on avait obtenu un financement euh, euh, de nos gouvernements pour le réaliser. Puis, ça s'est fait avec le soutien technique et scientifique de l'équipe santé du CDPQ. Il y a beaucoup d'organisations impliquées dans ce projet-là, donc les éleveurs de porc, le CDPQ, Centre de développement du porc du Québec, vous, les producteurs, c'est vous qui envoyez les échantillons. Sans vous, en fait, on ne peut pas produire un vaccin adapté à vos besoins. Les laboratoires qui font les tests PCR, parfois aussi qui font des séquençages. Le laboratoire de Winnipeg, de l'agence à Winnipeg, qui fait les séquençages, la majorité des séquençages, en fait, qui les fait gratuitement mais parfois qui prend un certain délai. C'est pour ça que certains producteurs vont préférer le faire dans des laboratoires provinciaux. Et puis, l'Université de la Saskatchewan qui fait la culture du virus. Et puis, l'entreprise, le laboratoire Galant en Ontario, qui est une filiale de Seva, qui produit actuellement, qui produit depuis le début du projet le vaccin pour nous. Les étapes de production du vaccin, donc la partie surveillance. Ça prend des échantillons de qualité de toutes les régions. Ça, c'était une condition de l'agence, d'avoir quelque chose de représentatif. Ensuite, il y a des tests PCR. Quand ils sont positifs, ils sont envoyés au séquençage. S'ils sont d'échantillons de qualité, puis un échantillon de qualité, je vais y revenir, mais on oublie les cordes. Les échantillons qui sont reçus sur des cordes sont trop contaminés. On les envoie plus au séquençage. On a essayé au début, mais ça marchait pas. Et puis ensuite, on fait la culture du virus. L'élément central dans notre projet, c'est le choix des souches par nos experts, puis je vais y revenir tout à l'heure. Puis ensuite, on produit le vaccin. Première étape, c'est on vérifie l'efficacité. Donc, on fait une petite quantité du vaccin avec les souches qu'on a choisies. Puis, on vérifie sur des animaux qui sont naïfs qu'on a une bonne séroconversion, donc une production d'anticorps. Une fois qu'on a ça, l'agence nous donne l'autorisation de produire le vaccin en grande quantité et puis il vous est livré. Et il y a une mise à jour continue et régulière du vaccin. Pour l'instant, on a fait une mise à jour à chaque année. Je vais vous le remontrer tout à l'heure. Donc, l'agence joue un rôle central dans ce projet-là. C'est elle qui nous autorise à le faire ou non. On avait fait des représentations auprès d'elle en 2021-2022, puis elle nous avait autorisé à le faire dans le cadre du règlement sur les autovaccins. Mais elle avait mis un certain nombre de contraintes supplémentaires.
tout simplement parce qu'on allait utiliser le vaccin à plus grande échelle et en plus gros volume. Donc, elle voulait s'assurer que le vaccin soit sécuritaire. Donc, elle oblige à faire des tests d'innocuité, grosso modo que les échantillons utilisés ne soient pas contaminés. C'est une sécurité pour vous aussi. Elle nous oblige à faire des tests d'efficacité, donc des tests qui vérifient pour chaque souche qu'il y a bien une séroconversion adéquate. Parce que ce qui peut arriver dans la production de vaccins, dans la production de vaccins influenza, c'est que comme on mélange plusieurs souches, parfois certaines souches dominent la réaction immunitaire et on est obligé de recalibrer la quantité d'antigènes dans la bouteille. C'est jamais arrivé pour le moment. À chaque fois qu'on a fait des tests d'efficacité, les souches qu'on avait choisies, il y en avait qui donnaient un peu plus d'immunité, mais on n'a pas été obligé de rebalancer nos vaccins pour ça. Puis, je vous rappelle, c'est une commande par site. Donc, c'est des commandes que vous devez faire d'avance. C'est pas un produit tabletté comme un produit commercial que vous pouvez appeler puis commander en tout temps. Les conditions de succès, on le rappelle toujours, mais ça prend que vous nous envoyez des échantillons de qualité. Donc, c'est des écouvillons nasaux, des swabs en fait ou des animaux que vous envoyez au labo pour pouvoir avoir accès au tissu pulmonaire contaminé, duquel on va extraire le virus. Et puis, ça nous prend d'avoir des échantillons de toutes les régions du Québec pour avoir cette représentativité qui nous a été comme un peu exigée par l'agence. Le choix des séquences, l'élément central dans le projet, il y a plusieurs méthodes d'analyse qui peuvent être utilisées. Donc, on a formé un groupe d'experts euh, de 4 organisations, donc Biovet, Déméter, l'Université de Montréal et l'Université de la Saskatchewan. Donc, ces experts-là se réunissent pour après et regardent en fait l'ensemble des souches qu'on a séquencées dans l'année et puis vont faire un choix des meilleures souches à inclure dans le vaccin. Puis, bien qu'il fasse un choix, il faut aussi tenir compte du fait qu'il faut qu'on ait la capacité de les cultiver, les souches. Parce que pour produire le vaccin, il faut être capable de multiplier le virus pour ensuite l'inactiver, c'est-à-dire le tuer et le mettre dans les bouteilles. Et on a certaines souches qui ne se cultivent pas bien, donc on est obligé, malgré le fait que c'est peut-être la meilleure souche pour une question immunologique, mais ce n'est pas une souche qu'on peut inclure dans le vaccin. Il y a plusieurs méthodes d'analyse pour le choix des souches. Donc, que ce soit l'homologie de la séquence, donc la partie génétique, l'homologie sur les acides aminés de la portion du gène H, HA1 spécifiquement. Donc là, je vais vous le montrer sur une image à quoi il ressemble. C'est la protéine en fait de surface dont Christian a parlé tout à l'heure. La distance des épitopes, c'est les sites antigéniques qui stimulent le système immunitaire. Puis il y a aussi une autre méthode qui s'appelle les acides aminés putatifs, mais c'est uniquement pour le H3. Puis là, nos experts, ils ont le choix d'utiliser la méthode ou les meilleures méthodes selon eux. Puis ils se challengent pour justement ensuite arriver au meilleur choix pour vous. Je vous rappelle à quoi ça ressemble une séquence. Une séquence, c'est une séquence de 4 lettres, A, T, C, G. Euh, Ça, c'est une séquence de gène H. Vous êtes habitué avec le SRP, on reçoit des séquences pour le SRP, puis on calcule des homologies. C'est pareil dans l'influenza. Euh, Par rapport aux techniques que je vous ai montrées tout à l'heure, ces séquences-là, la séquence que je vous ai montrée, c'est la séquence de la protéine H qu'on voit ici. Puis cette protéine, ben, elle a une forme. Puis c'est cette forme-là qui va stimuler, qui va activer le système immunitaire du porc. Puis l'animal va créer des anticorps pour reconnaître certaines parties de cette protéine-là. Puis principalement, en fait, la partie qui est en rouge ici. Donc c'est à partir de ça, en fait, que les experts vont choisir les séquences. Ils vont appliquer différentes méthodes, comme je vous disais, et puis ils vont choisir les séquences. Donc là, c'était une étude qui avait été faite par Dr Robert Charette euh, sur les souches en circulation au Québec entre 2017 et 2020. Puis il les avait placées sur des matrices tridimensionnelles. Puis on voit en fait, elles se regroupent par famille. Christian en a parlé tout à l'heure, on a plusieurs familles dans le H1, de type H1, puis on a plusieurs familles de type H3. Puis le travail de nos experts, c'est de choisir à l'intérieur de ces familles la meilleure souche à inclure dans le vaccin
tout en tenant compte du fait qu'il faut qu'elle soit cultivable pour être produite avec la technique actuellement utilisée pour produire du vaccin. C'est sûr que si on utilisait un vaccin à ARN, par exemple, on n'a pas besoin de faire la partie culture, mais pour l'instant, c'est pas ce type de vaccin qu'on utilise. Concrètement, ce que ça a donné depuis 2023, donc le premier vaccin qui a été livré, qui vous a été livré en 2023, au mois, commencé en août 2023, on l'a appelé Vipar 2308 pour août 2023. Donc il y avait 5 souches d'incluses pour les différents clades qu'on avait à cette époque-là. Donc on avait choisi, il y avait 5 clades, 5 familles. En 2024, le vaccin qui vous a été livré, on avait changé une souche. Les experts avaient recommandé de changer une souche dans le vaccin. Donc ça, c'est le vaccin qui est livré, qui a été livré depuis l'automne dernier jusqu'à ce printemps. Et puis le prochain qui est en cours de fabrication, il est en cours de test pour la partie efficacité actuellement, qui va être livré à l'automne 2029. En fait, on a rajouté une nouvelle souche, donc le nouveau clade H3N2 2010-1. Et puis, on a modifié, les experts ont conseillé de changer 2 souches pour 2 autres clades. Je vous rappelle, pour cette famille, cette nouvelle famille, ce nouveau clade, il n'y a pas d'immunité croisée avec les autres clades. C'est vraiment une souche, une famille à part, d'où l'intérêt de vacciner vos truies cet automne. Sur notre site internet influenzapoursin.québec, il y a aussi pour votre ferme un outil de comparaison de séquences que vous pouvez utiliser pour vérifier si le vaccin autogène peut fonctionner pour votre ferme. Ça vous permet de calculer en fait une homologie par rapport aux séquences que vous pourriez avoir pour les souches qui sont spécifiques à votre ferme. Ça peut aussi être utile dans le cas où, par exemple, vous avez une efficacité vaccinale qui semble en dessous des attentes. Ben, vous pouvez aller vérifier cette homologie-là pour justement valider si ça vient euh, d'une homologie qui n'est pas assez bonne, ou tout simplement, il y a peut-être d'autres facteurs dans votre ferme qui expliquent ce résultat moins bon qu'attendu. Les protocoles de vaccination les plus souvent utilisés, ben, protocole de vaccination recommandé actuellement, c'est la vaccination des truies. On ne vaccine pas les porcelets habituellement. Donc, la majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vacciner tout le troupeau, une dose, en une fois. Euh, et puis, les cochettes sont vaccinées à l'entrée 2 doses. Ensuite, il y a un rappel qui est souvent fait une fois par année. Il y a des fermes qui vont le faire une fois aux 6 mois, puis certaines qui sont où ils ont plus de difficultés à contrôler vont même jusqu'à une fois tous les 4 mois. Et pour cela, je veux dire, on vaccine pas. Ben, il y a le défi de l'immunité maternelle. Normalement, avec l'immunité maternelle, les porcelets sont protégés jusqu'à la fin de la pouponnière, début d'engraissement. Et puis en engraissement, ben, la protection va décliner. Mais les animaux à cet âge-là sont quand même plus robustes et plus aptes à supporter une contamination. C'est possible de vacciner les porcelets, mais c'est quand même coûteux. Ça se fait, ça pourrait se faire ou ça peut s'envisager quand on importe dans une zone à risque des porcelets qui sont naïfs, qui ne sont pas issus d'un troupeau de truies vaccinées. Mais habituellement au Québec, c'est pas réalisé à ma connaissance. La production et les commandes, je vous disais tout à l'heure, c'est une commande par site, c'est une demande de l'agence. C'est votre vétérinaire qui commande au CDPQ. Vous devez commander d'avance. Puis je vous le redis, pour la prochaine commande, pour les livraisons de l'automne, elle va sûrement être en juin. Puis on vous conseille fortement de vacciner vos truies avec le vaccin qui va être livré à l'automne, parce que justement, il contient cette nouvelle souche, puis qu'on ne veut pas vivre l'épidémie que Christian a montré que les Américains avaient vécu dans les années 2012 à 2000. Enfin, en fait, ils se sont contaminés en 2012, puis ils ont vécu une épidémie avec cette nouvelle famille dans les années 2014, 2015, 2016. On doit fabriquer le vaccin par batch minimal de 100 000 doses. C'est une demande aussi. Il y a certaines contraintes avec l'agence qui obligent à avoir ce genre de volume. Ensuite, c'est expédié à votre pharmacie, c'est facturé par votre pharmacie. Il y a 2 périodes de livraison par année. La principale, c'est l'automne, mais aussi le printemps. Puis cette année, on avait quand même des commandes d'un volume significatif et on a obtenu un rabais de groupe supplémentaire. Le vaccin à l'automne ne sera pas plus cher, devrait être même un petit peu moins cher que celui qu'on a livré cette année.
malgré l'ajout d'une nouvelle souche, parce qu'en fait, le prix du vaccin est quand même déterminé par le nombre de souches qu'il y a dans le vaccin. Donc là, il y en a 6, donc forcément, il est plus cher normalement, mais non, on a négocié une entente de prix qui devrait qui va le ramener à un prix similaire à ce que vous aviez payé l'année dernière en fait, et cette année, ce début d'année. Je vous ai parlé tout début qu'on avait aussi, on continuait à essayer d'améliorer l'efficacité de ce projet-là. Donc, on a un nouveau projet 2024-2026 en collaboration avec le CDPQ qui vise à optimiser les processus pour l'obtention du vaccin puis valider son efficacité sur le terrain. Donc, par exemple, la durée de l'immunité chez le troupeau de truies. Et puis aussi, on va investiguer les cas d'échec à la vaccination pour comprendre quelle est l'origine de ces échecs-là. Est-ce que c'est dû au vaccin? Est-ce que c'est dû au fait que les souches dans le vaccin sont pas, sont trop éloignées des souches qui sont sur la ferme, ou il y a d'autres facteurs explicatifs? Et que ça nous permettra en fait de vous faire de nouveaux conseils sur qu'est-ce qu'il faut ajuster pour avoir la meilleure efficacité vaccinale. On cherche aussi à documenter notre manière de travailler, puis voir un peu les difficultés qu'on a, puis les choses qu'il faudrait ajuster au niveau réglementaire. Et puis ça nous sert en fait pour appuyer nos demandes auprès de l'agence pour que obtenir un certain nombre d'assouplissement ou d'évolution réglementaire. Par exemple, je vous ai dit actuellement, on utilise des vaccins qui sont des vaccins tués. On n'utilise pas des vaccins à ARN messager. On n'utilise pas des vaccins à ARN messager tout simplement parce que l'agence avait mis des conditions qui étaient trop contraignantes pour pouvoir les utiliser. Mais dans le futur, on voudrait pouvoir utiliser ce genre d'outils aussi, si c'est disponible, puis si c'est compétitif d'un point de vue tarif et efficacité. Donc là, je repasse la parole à Christian pour nous parler du H3N2 et du H5N1. Bien, merci beaucoup, Raphaël. Tu peux passer à la diapo suivante tout de suite. Bon, on l'a déjà mentionné tantôt, le H3N2, le 4 2010.1, OK, on a montré ça tantôt dans le graphique aux États-Unis, OK, ça a apparu en 2013 à peu près, OK, et ça a quand même explosé comme on le voit sur ce graphique-là. La situation au Canada, c'est intéressant parce qu'en 2012-2023, on n'a aucun cas de rapporté, puis en Ontario, le premier cas au printemps 2023. Donc, l'automne 2023, en Ontario, c'était vraiment une épidémie. Puis quand les Ontariens en parlent, donc à chaque fois ils nous ont parlé de ça, ok, ils utilisaient les mots Fast and Furious parce que ça se passait d'une ferme à l'autre, puis ils avaient de la misère à comprendre pourquoi ça circulait aussi rapidement en Ontario. Au Québec, nous, OK, on était un peu préoccupés par ça, OK, on espérait ne pas l'avoir, OK, mais bon, le premier cas a été déclaré à l'automne 2024. On a suivi les cas, nous, on a suivi les cas, on suit, OK, à distance, OK, au CDPQ et aux éleveurs de porc, c'est en fonction de ce que les gens nous rapportent. Et pour l'instant, OK, on a 8 cas qui ont été séquencés parce qu'à chaque fois qu'il y a un diagnostic dans les fermes, OK, ben, si c'est séquençable, OK, à ce moment-là, on peut vérifier si c'est ce nouveau virus. Donc, au 28 mars aujourd'hui, on a 8 cas qui ont été séquencés au Québec. Disons que pour l'instant, c'est quand même assez calme. Donc, ce qui est important, Raphaël l'a dit tantôt, il n'y a pas d'immunité croisée. Même si on a déjà des vaccins, des H3 dans notre vaccin, mais celui-là, il n'est pas là, mais il va être là, OK, dans le vaccin de l'automne prochain. Prochaine diapo. Là, on sort un peu du côté porc, OK? Donc, je vais donner quelques mots, OK, sur le H5N1 qui circule, OK, du côté aviaire. Donc, vous en avez sûrement entendu parler, ça fait les nouvelles beaucoup, avec ce virus-là qui tue, OK, les oiseaux migrateurs, OK? Ça fait 2 ans que ça dure, OK? Donc, c'est un virus qui est compliqué. Donc, la première description de ce virus, du H5N1, ok, c'est une épidémie de grippe aviaire chez le poulet à Hong Kong en 1997. C'est la première fois qu'on a vu apparaître des H5N1. Donc, avant ça, ça n'existait pas. Donc, le clade qu'on a actuellement, c'est le clade 2.3.4.4b. Là, ok, donc, c'est vraiment une classification. Donc, c'est un groupe de virus dans les H5N1. Donc, c'est traduit par une épizootie, donc de grippe aviaire chez les oiseaux sauvages. Donc, c'est plusieurs espèces ok, qui sont été affectées. C'est pour ça qu'on appelle ça une épizootie chez les oiseaux sauvages et commerciaux en 2021 et 2022. Et ça circule depuis ce temps-là.
Donc, c'est une zoonose parce qu'il y a d'autres espèces domestiques qui semblent être affectées. Donc, depuis depuis mars 2024, OK, une épidémie dans les élevages laitiers, OK, laitiers aux États-Unis, ovins, euh, oh, il y a une erreur ici. C'est bovin et caprin, OK, c'est pas ovin, là. Et les élevages de bovins, OK, et caprins, OK, aux États-Unis depuis mars 2024. Puis aux États-Unis, ils ont beaucoup cherché. Au début, ils pensaient que ça se transmettait principalement par aérosol, puis on comprenait pas très bien la transmission de ce virus-là, pour se rendre compte que finalement, OK, le virus est transmis dans le lait. Donc, chez la vache et chez les caprins, ça se transmet pas de la même façon que chez d'autres espèces. Ça se transmet dans le lait. Et c'est les systèmes de traite qui sont le principal élément de transmission de cette maladie-là. Donc, ils ont des problèmes avec cette maladie-là aux États-Unis actuellement. Normalement, selon les informations qu'on a, il n'y a pas de vaches, de bovins qui sont contaminés au Canada. Donc, l'Agence canadienne supervise tout ça pour être sûr que ça ne rentre pas au Canada. Il y a un cas qui a été rapporté chez les porcins. Encore une fois, donc ce virus-là, c'est vraiment il est inquiétant parce qu'il semble être capable d'affecter plus qu'une espèce. Puis en plus des bovins, c'était comme un peu du jamais vu, c'est nouveau. Donc, chez les porcins, il y a un petit élevage qui a été contaminé, OK, aux États-Unis. Il y a au moins un cochon qui a été contaminé. Donc, on se posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il semble que c'est un petit élevage qui avait des porcs et des volailles. Et l'histoire dit que les cochons, ben, ils ont mangé les volailles qui étaient mortes, qui avaient le virus. OK? Donc, ça, encore une fois, c'est une bonne façon de transmettre le virus. C'est de donner, OK, à manger ou de donner à manger un animal qui est contaminé à une autre espèce pour faire passer la barrière d'espèce. Il semble que ça fonctionne bien. C'est à éviter à tout prix. Donc, il y a un cas aussi chez les moutons qui a été rapporté en Angleterre dernièrement. Donc, pour l'instant, encore une fois, les Anglais nous disent que c'est pas épidémique, c'est un cas, c'est une transmission. Encore une fois, c'est un exemple de zoonose. OK? Donc, ça passe d'une espèce à l'autre. Puis là, ben, pour l'instant, c'est pas une épidémie, OK, chez l'autre espèce. Donc, pour nous, c'est préoccupant pour le porc. Donc, actuellement, donc, on est préoccupé par ça quand même. Donc, au Canada, on va donner du lait, certains produits laitiers, OK, à nos porcins. Et normalement, ces produits laitiers-là, OK, c'est surtout du petit lait, OK. Et à ce moment-là, ben, souvent, il faut qu'il soit pasteurisé, puis il ne devrait pas avoir de problème s'il est pasteurisé. La situation chez les humains, pour l'instant, il n'y a pas d'épidémie connue chez les humains, mais il y a une transmission possible aux humains. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont attrapé ce virus-là. Donc, actuellement, je pense qu'on compte une trentaine de personnes qui ont attrapé ce virus-là. Et de façon générale, surtout chez les adultes, ça semble pas, ben, ça fait une grippe, les gens sont malades, mais ça ne tue pas. Prochaine diapo. Bon, quand on parle ok, de transmission ok, de virus ici, ben, la biosécurité devient très important. Donc, premièrement, ok, il faut éviter ou minimiser les contacts directs entre les tissus ou fluides des espèces sensibles au virus influenza, surtout quand on pense que le tissu il est potentiellement contaminé. Donc, il faut faire attention. Donc, les mesures qu'on peut prendre, c'est minimiser les contacts entre les tissus fluides des différentes espèces possiblement contaminées. Encore une fois, si dans votre élevage, vous avez de l'influenza porcin, puis que vous rentrez dans l'élevage, vous n'êtes pas en proximité avec l'animal trop proche, auquel le risque que vous attrapiez le virus est quand même assez faible. Mais c'est comme j'ai dit tantôt, si le vétérinaire, par exemple, qui fait des prises de sang, ou par exemple, OK, il y aurait de l'influenza dans une maternité, puis vous faites le processing des cochons, la castration, vous êtes en contact avec des tissus, ben, c'est plus dangereux parce qu'on pourrait attraper le virus. Donc, ne pas nourrir des porcins avec des volailles, OK, décédés et vice-versa. Donc, ça, c'est bien important parce qu'on ne veut pas faire passer le virus, OK, surtout quand c'est des animaux qui sont potentiellement contaminés. Puis les produits laitiers doivent être pasteurisés avant d'être distribués aux porcins. Donc, c'est le cas normalement, mais c'est bon de le rappeler. Et la deuxième situation à risque, c'est toutes les activités qui impliquent des contacts étroits avec des animaux sont à risque de nous contaminer, OK, et vice-versa. OK? Donc, encore une fois, nous, si on est contaminé, puis on retombe contaminé, par exemple, les humains qui ont une grippe porcine, là, qui ont une grippe, et si vous rentrez dans vos élevages de cochons, si vous êtes en contact étroit avec les cochons, ben, vous pouvez donner la grippe des humains aux cochons. Donc, dans certains systèmes de production, OK, les propriétaires ne veulent pas que les employés qui ont la grippe rentrent dans les élevages parce qu'on propose OK, des périodes de quarantaine.
Et l'inverse est vrai aussi, OK? Donc, les cochons, OK, qui sont malades, ben, vous pouvez éventuellement l'attraper, OK, la maladie des cochons, particulièrement si vous avez des contacts étroits. Donc, les bonnes mesures, ça, c'est laver les mains et changer de vêtements après la manipulation d'animaux potentiellement contaminés par l'influenza. Par exemple, quand on fait des prises de sang, quand on manipule des porcelets après la naissance et d'autres activités de ce genre-là. Donc, bref, faut pas faire exprès. Ça peut passer d'une espèce à l'autre. Il y a un risque. Puis si on fait un peu attention, ben, je pense qu'on est capable de gérer puis de minimiser les problèmes. Là, je vais repasser, je pense que la prochaine diapo. Ouais, mais c'est le message de la C'est fin, toi, en fait. Raphaël, qui va terminer. C'est sûr, c'est les messages à retenir de nouveau. En fait, je reviens là-dessus. On a besoin d'échantillons de qualité. Vous nous avez envoyé dans les années 2023, 2022-2023, on a reçu environ 150 à 180 échantillons de qualité qu'on a réussi à séquencer. En 2024, on en a de mémoire 100, 110 à peu près. Il ne faut pas baisser la garde. Puis, dès que vous avez des suspicions, envoyez des échantillons de qualité. C'est la manière pour qu'on puisse continuer le travail puis vous offrir un produit de qualité. Merci encore pour le succès. Puis, on fait une mise à jour régulière. Ça permet de prévenir et contrôler. Je vous dis, on continue à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité de tout ça. Et H3N2 CLAD 2010.1, c'est nouvellement arrivé. Il n'y a pas d'immunité croisée, je vous le répète, c'est ce que Christian a dit. Puis on ne voudrait pas vivre ce qu'il vous a montré sur le graphique américain, c'est-à-dire un 2 ans tranquille, puis d'un coup une explosion, ou vivre ce que les Ontariens ont vécu et beaucoup de cas avec quand même des signes cliniques sévères. Puis l'influenza aviaire, ben, c'est pas une menace immédiate pour notre secteur, mais il y a quand même une vigilance. Puis de toute façon, globalement, dans l'ensemble de ce dossier-là, la biosécurité reste de mise. Donc, ça concluait notre présentation. Puis, je ne sais pas si vous aviez des questions. Merci Raphaël, merci Christian, c'était vraiment intéressant. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. On va vous donner le droit de parole, puis juste à vous présenter et ne pas oublier d'ouvrir votre micro. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller aussi dans le chat. Je vois. Non, j'ai pas de questions dans le chat. Oui, tu en avais une, Gilles Bergeron. Ah, je Euh, m'excuse, Gilles. Écoute, juste pour que le monde comprenne, là, il y a une question réglementaire, puis il y a une question de réponse du système immunitaire. C'est quoi le maximum de souches que le vaccin peut contenir? Historiquement, dans les vaccins autogènes, l'agence avait autorisé jusqu'à 5. Et au final, elle a autorisé, on a une autorisation pour aller jusqu'à 6. Donc, c'est le maximum actuellement, c'est 6. J'arrive de l'Ontario, puis eux autres, ils étaient à 6, puis ils vont diminuer à 5 la prochaine batch. C'est l'agence qui, je sais pas. Nous, on a obtenu l'autorisation d'aller à 6, mais encore là, on verra en fonction des tests d'efficacité s'ils sont à la hauteur des attentes. Je vous disais, là, on est dans le processus de tester l'efficacité sur des animaux naïfs, puis de vérifier leur réponse immunitaire. C'est sûr que si l'efficacité n'était pas à la hauteur, peut-être que l'agence nous demanderait de redescendre à 5, ou peut-être, je sais pas, ça va dépendre des résultats. Je n'ai pas de réponse particulière exacte, Gilles. Merci, Gilles. On a une question de Daniel Richard. Oui, bonjour à tous. J'ai juste une question parce que bon, moi j'ai fait partie du comité quand on a préparé l'avènement du vaccin. J'avais compris moi que l'agence demandait une espèce de surveillance rétroactive. En fait, que là je vois qu'il y a un projet éventuellement au niveau du CDPQ qui voulait en faire une espèce d'évaluation, mais je croyais que depuis le début on devait envoyer une espèce de rapport d'efficacité ou une espèce d'analyse pour être certain que ce qu'on vend, c'est pas juste de l'eau bénite, mais que ça a vraiment des bons résultats. Question, tu veux répondre ou je Je peux peux répondre? répondre. Oui, ben, l'Agence canadienne nous demande quand même régulièrement, OK, des informations sur l'efficacité, OK, de ce vaccin-là. Ils demandent la même chose, OK, en Ontario. Moi, c'était un peu la question que j'avais aussi dès le début, OK, c'est qu'est-ce qu'ils allaient demander.
Et pour l'instant, ce qu'ils demandent, c'est quand même assez minimaliste. OK? Donc, c'est correct. Donc, eux autres, on est plus dans un registre que, selon les informations qu'on entend, c'est que le système fonctionne. Et c'est sûr qu'on aimerait avoir plus d'informations. Puis, comme tu l'as dit, OK, c'est dans notre projet qu'on a actuellement en cours, qu'on essaie au moins de documenter les cas qui fonctionnent moins bien. Donc, on a certaines actions qui vont dans le sens pour avoir une meilleure information sur l'efficacité de ce vaccin sur le terrain. Merci, Christian. Je pense qu'il y a un commentaire dans le chat. Oui, j'ai une personne qui dit, moi, j'ai participé à un travail avec Dr. Marie-Claude Poulain, suivi sur les porcelets d'une maternité vaccinée. C'est plus un commentaire. Est-ce que Raphaël ou Christian avaient quelque Oui, ben chose à c'est le projet préciser? qu'on a en cours. Le projet en cours, c'est que dans les élevages où ça fonctionne moins bien, c'est là que Marie-Claude Poulain intervient. Elle travaille avec le vétérinaire puis avec le producteur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces élevages-là, parce que ça fonctionne pas conformément aux attentes du vétérinaire, puis de la recommandation. Donc, c'est ça qu'on essaie de documenter. C'est un des aspects du projet qu'on a en cours que Raphaël a montré. Donc, c'était bien expliqué. Le troisième projet est en cours. Il se termine en 2026. On essaie de documenter des mauvaises et des bonnes histoires. Parfait. Merci, Christian. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Comme on vous le disait un petit peu plus tôt, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra vous envoyer la présentation PowerPoint. Et puis, si vous avez des questions aussi, on pourra répondre par la suite. Donc, merci Raphaël, merci Christian. Ça termine le webinaire qui vous était présenté aujourd'hui.